Je suis Maroun Mikhail, le directeur exécutif du Lebanese Center for Civic Education, LCCE. Le webinaire d'aujourd'hui va durer environ 1 heure et quart. En effet, ce webinaire est organisé conjointement par le Lebanese Center for Civic Education et Énergie 2050. Et c'est dans le cadre des actions de la commission D de la COING, qui est donc la commission sur l'économie, le numérique et le développement durable, qui travaille dans le cadre des actions des organisations accréditées auprès de la francophonie, qui rassemble environ 130 organisations de la société civile francophone. Donc, pourquoi ce thème, le thème de l'économie circulaire? En effet, si on continue le niveau de production et de consommation actuel, savez-vous que d'ici 2050, la consommation mondiale nécessitera l'équivalent des ressources de 3 planètes? Ben oui. Donc, à l'échelle mondiale, l'économie circulaire est devenue de plus en plus une priorité essentielle pour les gouvernements, les entreprises et les citoyens. L'économie circulaire donc vise à réduire les déchets, à réutiliser les ressources qui deviennent de plus en plus rares et à recycler les matériaux pour en donner une nouvelle vie. Donc ça, c'est contrairement au modèle économique traditionnel, linéaire, qui est produire, consommer et ensuite jeter. Donc, cette transition est-elle possible? Oui, elle est de plus en plus possible, car vu la prise de conscience croissante d'importance de la durabilité, mais aussi des innovations technologiques et la nécessité des politiques gouvernementales favorables. Donc, de nombreuses initiatives à travers le monde montrent que l'économie circulaire offre également des opportunités économiques significatives, tout en contribuant à la protection de l'environnement. Et au niveau local, au niveau du Liban, c'est vrai qu'il y a beaucoup de crises au Liban, beaucoup de crises économiques, financières, l'État en faillite, mais cela ne justifie pas que l'économie circulaire ne soit pas du tout une priorité. Il faut parler de l'économie circulaire. Il faut promouvoir l'économie circulaire car c'est une manière aussi qui présente des opportunités clés pour la croissance et pour la création d'emplois. Savez-vous que 2900 emplois peuvent être créés grâce à l'économie circulaire par an, selon des rapports? Et donc, c'est dans plusieurs secteurs qui seront concernés. Donc, l'énergie renouvelable, mais aussi la production, la construction, la gestion des déchets et aussi l'agriculture. L'économie circulaire répond aussi à des problèmes critiques de dégradation de ressources et de contamination de l'environnement, comme par exemple la crise de la gestion des déchets. Cette crise grave que vit le Liban depuis des années et qu'on n'arrive pas du tout à trouver une solution radicale et pérenne. Le Liban aussi, il faut noter qu'il présente l'un des taux de production de déchets les plus importants dans la région, 1 kg environ par personne et par jour. Donc, ce sont des enjeux qui nécessitent des appels à la réforme. Ils nécessitent une meilleure gouvernance. Et il faut parler du coup de l'économie circulaire et la promouvoir. Donc ici, on arrive à l'objectif du webinaire de ce jour, c'est d'explorer les différentes innovations et actions concrètes qui peuvent être mises en œuvre pour promouvoir une économie circulaire. Durant ce webinaire, il y aura des présentations d'experts, mais aussi des études de cas inspirantes et des discussions interactives pour partager les idées et des solutions qui viennent du Liban, mais aussi du Sénégal et d'ailleurs. Je vais vous présenter brièvement donc, le programme de ce webinaire. Après l'introduction, il y aura M. Jean El Khawant qui va nous parler, qui est enseignant universitaire et scolaire au Liban. Il va nous parler donc des principes fondamentaux de l'économie circulaire, mais aussi des défis et une analyse des tendances actuelles. Ensuite, je vous présenterai l'étude de cas du Lebanese Center for Civic Education pour notre projet qui est implémenté à Raqqa, dans le nord du Liban, un site de recyclage de plastique, mais aussi une campagne de sensibilisation. Ensuite, M. Stéphane Poufari, directeur général d'Énergie 2050, va nous présenter l'étude de cas Énergie 2050 et nous parler aussi de l'économie circulaire pour des processus transformationnels justes, résilients et inclusifs. Ensuite, la parole sera bien entendu donnée aux jeunes. Nous aurons parmi nous Hiba Mikhail et Hayat Taleb, deux entrepreneurs qui habitent aussi dans le nord du Liban, qui vont nous parler de leurs expériences et inspirer aussi d'autres jeunes pour l'entrepreneuriat vert. Ensuite, nous passerons à une session de questions-réponses avant de conclure
le webinaire aujourd'hui. Donc, commençons sans plus attendre. Je vais laisser du coup la parole à Monsieur Jean Trawant pour nous présenter les principes fondamentaux de l'économie circulaire et nous parler aussi de l'analyse des tendances et des défis actuels. Donc, Monsieur Jean, c'est à vous. Bonsoir à tout le monde. Bien, donc je vais présenter aujourd'hui l'économie circulaire, une nouvelle approche économique. Certainement, on va discuter ensemble en premier lieu que signifie l'économie circulaire d'un point de vue économique et comment on peut comprendre cette économie, certainement d'un point de vue pratique et en premier lieu d'un point de vue théorique. Donc, quand je parle vraiment des politiques environnementales françaises ou des politiques vraiment qui se trouvent dans le monde entier, spécifiquement dans les pays du Nord, l'économie circulaire est une nouvelle approche économique dans le domaine socio-économique, le domaine développemental. Pour cette raison, en premier lieu, on va voir que signifie cette économie circulaire. Je vais essayer vraiment de clarifier cette économie. On va lire quelques trucs. Ensuite, je vais expliquer quelques schémas. Donc, l'économie circulaire est un modèle économique visant à repenser notre façon de produire, de consommer et de gérer les déchets. Vous savez que quand je parle de l'économie classique traditionnelle, on a la production, la consommation et le marché. Mais après la consommation, on pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets? Pour cette raison, c'est une question qui se pose, qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets? Et l'économie circulaire se fonde sur des principes tels que la réduction de l'utilisation des ressources, le réemploi, la réparation, le recyclage et la valorisation des déchets. Donc, on va voir en premier lieu cet objectif central de cette économie qui favorise l'utilisation durable. Et quand je parle de ces 17 objectifs de développement durable, on donne une importance capitale à l'économie circulaire, qui est une forme d'économie participative et collaborative. Pour cette raison, on a un schéma qui est très intéressant du service de recherche du Parlement européen, qui présente en premier lieu le modèle d'économie circulaire. Donc, on a moins de matières premières, moins de déchets et moins d'émissions, dans le sens que quand je parle d'économie circulaire, on va voir comment on peut parler de la conception durable, de la production durable, de la distribution durable, de cette collecte des déchets. Et pour cette raison, pour faciliter, on va dire, la compréhension de cette économie, j'ai ce petit schéma qui est devant vous. Donc, l'économie circulaire expliquée à mes enfants. Dans le sens que vous avez là, par exemple, donc si vraiment on va interpréter ce petit schéma qui est là, d'une part, vous avez une partie des déchets organiques qui alimentent les poules et le reste est. Donc, si vraiment on va voir, supposons qu'on a un poulailler, le compost et les poules fertilisent le jardin. Donc, d'une part, vous avez les aromatiques qui s'épanouissent. Et vous avez les œufs et les cocktails sont servis aux clients de l'hôtel. Donc ça, c'est une part. Et d'autre part, vous savez que les plats sont élaborés à partir de fruits et légumes frais. Et à la fin, vous avez le restaurant de l'hôtel produit des déchets organiques comme épluchures et restes. Dans ce sens, nous sommes en train de voir que les déchets, aujourd'hui, nous sommes en train de les gérer ou, si vous voulez, de rendre les déchets de plus en plus durables. Et ça, c'est très important pour nous, car vous savez que avec la crise, qui est la crise écologique et environnementale, nous sommes en train de résoudre le problème écologique et le problème environnemental. Donc là, quand je parle de cette économie, pour vraiment clarifier le schéma d'avant, donc d'une part, on a les déchets qui sont là. Donc de ces déchets, on peut appliquer la revente de ces déchets, donc l'usage de ces déchets de nouveau, ou la réutilisation ou la revente de ces déchets, le reconditionnement ou le recyclage. Donc ça, c'est très important pour vous dire que on peut utiliser ces déchets pour faire plusieurs choses en même temps. Là, donc, quand je parle vraiment de cette économie, vous avez d'une part vraiment la partie la gestion des déchets. Donc, quand je parle gestion des déchets, donc je parle du recyclage. On a certainement l'offre des acteurs économiques, donc quelque chose qu'on nomme éco-conception d'un point de vue économique, l'écologie industrielle et territoriale, avec l'économie de la fonctionnalité. Et pour le consommateur, on parle d'une consommation responsable ou l'allongement de la durée d'usage. Bon, pour vraiment parler rapidement des différents modèles économiques de l'économie circulaire, donc ici, d'un point de vue littéraire, donc si vraiment on va revenir à cette littérature scientifique,
on peut voir quatre modèles économiques de cette économie circulaire. Donc, d'une part, vous avez l'économie de la fonctionnalité, vous avez l'économie de la réparation et du réemploi, vous avez l'économie de la réutilisation et du recyclage, et à la fin, on a cette économie de la réduction des déchets. Donc, quand je parle de cette économie de la fonctionnalité, donc ici, si vous avez remarqué que ce modèle se concentre sur la vente d'un service plutôt que d'un produit. Donc, l'entreprise ici garde la propriété du produit et le met à la disposition du client via un abonnement ou une location. Donc, cela encourage cette utilisation durable des biens et incite les entreprises à concevoir des produits plus faciles à réparer ou à recycler. Et certainement, quand je parle de cette économie circulaire, n'oubliez pas, j'ouvre une parenthèse, dans cette logique B2B ou B2C, business to business ou business to customer. Donc, quand je parle B2B, donc on parle dans quelle mesure on doit offrir aux entreprises des innovations vertes pour que les entreprises adoptent une production soutenable. Et d'autre part, quand je parle B2C, donc dans quelle mesure je peux produire un produit qui peut être un bien ou un service qui est donné à un consommateur et ce produit doit être encore durable. Donc, on parle business to customer. Et ça, c'est très important. Donc, on doit certainement, d'un point de vue philosophique, penser à cette facette de cette économie de la fonctionnalité. Vous avez l'économie de la réparation et du réemploi. Donc, ce modèle vise à prolonger la durée de vie des produits en favorisant la réparation des produits, le reconditionnement et le réemploi. Et les entreprises proposent des services de réparation, de maintenance et de remise en état des produits usagés pour les remettre sur le marché. Pour l'économie de la réutilisation et de recyclage, donc ce modèle cherche à donner une seconde vie aux produits et matériaux en les réutilisant ou en les recyclant. Et ça, c'est très important. Les entreprises collectent, trient et retraitent, on va dire, les déchets pour les réinjecter dans le cycle de production. Et ça, si vous voulez, c'est la production durable. L'économie de la réduction des déchets, donc ce modèle vise à réduire la quantité de déchets générés en amont lors de la conception et de la production des biens. Et ça, c'est très important. On a la courbe du SODIR, si vous voulez, c'est la courbe économique. Donc ici, de la conception du produit pour arriver à la production, on doit adopter une démarche durable qui répond aux 17 objectifs de développement durable selon l'Organisation des Nations Unies. Donc, les entreprises optimisent leur processus et leur emballage pour vraiment avoir vraiment un produit qui est durable. Donc, d'une part, quand je parle de cette économie circulaire, on a la vente de l'usage plutôt que de la propriété, dans le sens que ce qui est très important, qu'on incite vraiment à cette conception de cette production durable, qui est très importante. On a une nouvelle relation client-entreprise qui est très importante. Donc, l'économie de la fonctionnalité transforme la relation entre le client et l'entreprise. Donc, ça, c'est très important. Pour cette économie, donc, d'une part, on a l'allongement de la durée de vie. Donc, ce modèle vise à prolonger l'utilisation des produits en favorisant leur réparation, leur reconditionnement, déjà, je vous ai parlé de ça, et la remise sur le marché avec le service de réparation. Donc, quand je dis que les entreprises proposent des services de maintenance, de réparation et de remise en état des produits usagés afin de les remettre en circulation. Et à la fin, vous avez développement des compétences. Cette approche permet de développer des compétences artisanales et des métiers de la réparation. Et là, on diminue le chômage. Et ça, c'est très important. Donc, on diminue le chômage et la pauvreté. Si vraiment on va parler de cette économie de recyclage et de réutilisation, donc d'une part, vous avez la collecte et le tri, donc récupération des produits et matériaux usagés dans le cadre de l'économie circulaire. Petit 2, on parle du reconditionnement, donc c'est remise en état et préparation pour la vente. 3, on parle de cette réutilisation, donc remise en circulation des produits remis à neuf, et ça c'est très important. Si vraiment dans la démarche qualité des entreprises, on travaille sur des innovations vertes et on applique à la française, si vous voulez, la politique de la soutenabilité faible. Donc ici, on protège le capital naturel, mais en même temps, on rend la production de plus en plus durable. Et le recyclage, à la fin, la transformation des matériaux pour créer de nouveaux produits. Et ça, c'est très important. Donc, au lieu vraiment de jeter les ordures ou les déchets, nous sommes en train d'utiliser ces déchets pour vraiment dynamiser de nouveau la vie économique. Et le modèle linéaire, comme déjà
notre collègue nous a dit au début. Donc, le modèle linéaire n'existe plus. Donc, production, consommation, juste on a la production et la consommation. Donc, ici, il faut trouver quelque chose après la consommation. On ne jette pas les déchets, on doit utiliser les déchets pour vraiment dynamiser de nouveau la vie économique. L'économie de cette réduction des déchets, donc ici, on a la conception éco-responsable. Donc, les entreprises optimisent la conception de leurs produits pour limiter les déchets en utilisant les matériaux recyclés, en réduisant l'emballage et en facilitant le démantèlement et le recyclage en fin de vie. On a un processus de production efficace et même la production doit être encore une production durable et soutenable. Donc, on parle vraiment d'un concept qui est très important, la soutenabilité. Donc, les processus de fabrication sont repensés pour minimiser les pertes de matières premières. Et ici, il y a un concept économique qui est très important, la rareté. Donc, vous savez que les ressources des matières premières sont rares. Donc, on doit à tout prix repenser, on va dire, les matières premières et protéger ces matières premières, lutter contre la pénurie de ces matières premières. Certainement, c'est une problématique qui est très importante et intéressante. Et l'économie des ressources, donc cette approche permet de réduire l'utilisation de nouvelles ressources naturelles et de diminuer l'impact environnemental de la production. Donc, elle contribue à préserver les ressources pour les générations futures. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Comment, dans la production, on doit adopter une production durable et soutenable. Dans la consommation doit être engagée avec la formation d'un citoyen éco-responsable. Et d'une part, cette économie circulaire dit que dans quelle mesure, en résumé, on doit utiliser, on va dire, ces déchets pour vraiment utiliser ces déchets de nouveau dans la production et comment le citoyen ou le consommateur doit utiliser ces déchets pour vraiment favoriser, on va dire, cette éco-responsabilité et protéger l'environnement. Les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux, donc pour les bénéfices économiques de cette économie circulaire, donc elle offre de nouvelles opportunités économiques comme la création d'emplois dans les secteurs de la réparation, quand on va réparer les déchets, le recyclage, donc imaginez que nous sommes en train de diminuer le chômage, la réutilisation, et le domaine artisanal est très important aujourd'hui. Elle permet également aux entreprises de réaliser des économies grâce à une meilleure gestion des ressources et déchets au niveau de la conception et comment on peut utiliser ces déchets industriels pour produire un produit. Les bénéfices sociaux, donc cette approche économique favorise le développement de liens sociaux et communautaires. Donc, on parle de la communauté, on peut favoriser, on peut diminuer la délinquance et la déviance, surtout que quand vraiment on peut créer de nouvelles opportunités d'emploi. Donc, ici, nous sommes en train de travailler sur le développement communautaire et sur le bien-être de la société, surtout si l'État est providence. Donc, en encourageant des modes de consommation plus collaboratifs, pour parler d'une consommation durable, et en créant des emplois locaux et durables dans les secteurs tels que la réparation et le réemploi. Pour les bénéfices environnementaux, donc certainement l'environnement, on parle d'un bénéfice qui est important, donc en réduisant l'utilisation des ressources, donc dans quelle mesure on peut sauver les énergies non renouvelables, ça c'est très important, en favorisant le réemploi et le recyclage, l'économie circulaire permet de diminuer considérablement l'impact environnemental. Elle contribue à la préservation des écosystèmes et des ressources naturelles pour les générations futures. Et ça, si vous voulez, c'est le développement durable. Dans quelle mesure je peux protéger l'environnement pour les générations futures? Comme exemple d'initiative et de bonnes pratiques, si vous voulez, environnementales. Donc, ici, vous avez recyclerie et ressourcerie. Donc, sont des lieux où les objets et les matériaux usagés sont collectés, réparés, remis en état et revendus à prix abordables. Et ça, c'est très important. Donc, elles contribuent à la réutilisation et au recyclage, tout en créant des emplois locaux dans les domaines de la réparation et de la réinsertion. Donc, ça, c'est très important. Je diminue le chômage, la pauvreté, et je peux améliorer les conditions socio-économiques des gens. Et ici, on doit s'adresser aux entrepreneurs et aux entrepreneuses. Dans quelle mesure vous pouvez travailler sur un business plan environnemental et écologique dans le cadre de l'économie circulaire, qui est une forme d'économie collaborative et participative. Vous avez l'économie de la réutilisation. Donc, de nombreuses entreprises créatives valorisent les matériaux de récupération pour fabriquer des meubles, des objets design ou des produits artisanaux et elles donnent une seconde vie aux déchets tout en développant des savoir-faire locaux
et en proposant des produits uniques et durables. Et je pense que dans les universités dans le monde entier, vous avez un master en économie circulaire autre que l'économie numérique. Et ce master est très intéressant qui donne la capacité aux entreprises d'innover et d'appliquer des innovations vertes. À la fin, vous avez la consommation responsable. Donc, les consommateurs jouent un rôle essentiel dans l'économie circulaire en adoptant des comportements plus responsables tels que l'achat en vrac, c'est important, l'utilisation de contenants réutilisables ou de tri-déchets et certaines initiatives comme les supermarchés zéro déchet facilitent cette transition vers une consommation durable. Pour terminer, donc défis et leviers pour une transition vers l'économie circulaire. Je trouve que le travail des ONG est indispensable aujourd'hui pour favoriser l'économie ou l'économie circulaire ou l'éducation à l'environnement ou l'éducation, si vous voulez, à l'économie circulaire. On a le changement de mentalité qui est très intéressant, vu que l'économie circulaire, c'est un concept qui existe dans les ONG au Liban, mais on va voir si dans les pratiques socio-éducatives, on utilise ce concept dans les établissements scolaires et dans les universités. Le soutien réglementaire, il faut voir s'il y a des politiques climatiques, environnementales qui se trouvent notamment chez nous au Liban, mais certainement dans les pays du Nord, on a ces politiques climatiques. En France, on a la politique climatique environnementale qui est divisée en 4 instruments. Réorganisation des filières, donc ça c'est très important pour la gestion des déchets et pour développer de nouvelles collaborations entre les acteurs. Et à la fin, vous avez investissement et innovation. Au niveau technologique, si on peut trouver vraiment d'un point de vue technologique des technologies industrielles modernes qui peuvent rendre des innovations de plus en plus vertes dans une logique B2B, business to business, ou dans une logique B2C, business to customer, ou vraiment dans une logique C2C, donc customer to customer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Jean El-Khawand, enseignant universitaire et scolaire au Liban, pour cette présentation très riche et très détaillée. Maintenant, je vais vous présenter l'étude de cas de Lebanese Center for Civic Education, LCCE. Certains d'entre vous connaissent l'ONG LCCE. LCCE donc, est une organisation non gouvernementale qui travaille au Liban depuis 2007 sur le développement des capacités des jeunes et des femmes afin de devenir des acteurs du changement dans leur communauté au Liban, que ce soit à travers la participation active à créer une société plus juste et qui respecte les objectifs du développement durable. LCC aussi a le statut de partenaire de la francophonie et travaille au sein de la commission D, la commission d'économie, développement durable et du numérique. Dans les 2 dernières années, 1000 personnes ont bénéficié des programmes de LCCE dans différentes régions du Liban. 80% des bénéficiaires sont des femmes. Les programmes récents de LCCE portent sur l'éducation au développement durable et à l'économie verte, mais aussi il y a des programmes sur l'autonomisation des femmes et des programmes sur le droit à la santé mentale, notamment le droit pour les femmes domestiques migrantes, donc des personnes vulnérables, un projet qui a été réalisé en collaboration avec le ministère de Santé publique. On revient à notre sujet qui est l'éducation au développement durable et à l'économie verte. Il y a 2 projets qui sont actuellement en cours dans ce domaine. Donc, le premier projet, c'est un projet de sensibilisation au développement durable qui est porté par LCCE en partenariat avec Agir ABCD, une association française, avec le soutien de la DIMED. Pourquoi ce projet de sensibilisation? C'est quoi son contexte? En effet, ce projet répond à la nécessité d'une prise de conscience de la fragilité de notre écosystème et d'une modification des comportements par la sensibilisation et l'éducation. Donc, que ce soit au Liban, dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, d'autant que ces pays ont également été touchés par des crises politiques et économiques qui ont rendu plus difficile la prise en charge des problèmes environnementaux. Donc, il y a plusieurs enjeux. Il y a la lutte, bien entendu, contre le réchauffement climatique, la gestion adéquate des déchets, la gestion des ressources en eau qui se raréfient, mais aussi la question de reforestation. Donc, l'objectif de ce projet de sensibilisation, c'est vraiment de sensibiliser la population libanaise aux enjeux du développement durable, mais encore renforcer la citoyenneté active.
tout en fournissant des ressources en ligne aux acteurs du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc, les activités de ce projet portent sur une campagne de sensibilisation qui va être lancée en début juillet sur les réseaux sociaux, donc les comptes de réseaux sociaux de LCCE. Ensuite, il y aura le développement d'un kit de citoyenneté active, formation d'éducateurs et des actions terrain. Et il y a une composante qui est de regrouper des ressources en langue arabe et de les partager sur une plateforme numérique. Donc, question de partager donc, ces ressources avec d'autres organisations de la région. En termes de planning, donc, nous sommes en phase donc, en juillet sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y aura la phase donc, du développement du kit pédagogique et du portail regroupant les ressources. La campagne sera lancée prochainement sur les réseaux sociaux de LCCE. Je vous invite à suivre ces réseaux. Vous pouvez scanner les barcodes qui s'affichent sur l'écran. Donc, il y a le compte Facebook de LCCE, mais aussi le compte Instagram. Donc, la campagne va porter vraiment sur une approche holistique, sur plusieurs approches, sur plusieurs enjeux et qui va durer tout le mois de juillet. Un autre projet qui est porté par LCCE avec le support de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est le projet pilote de recyclage de plastique et la formation des jeunes sur l'économie circulaire au Liban, et notamment à Akkad. Akkad, c'est l'une des régions les plus défavorisées, les plus marginalisées au Liban. Donc, ce projet, on tient beaucoup à ce projet car il porte surtout sur l'éducation sur l'économie circulaire. Donc, c'est ce qu'on cherche, même aussi, le but de ce webinaire, c'est vraiment promouvoir cet aspect de l'économie qui est très important pour un avenir durable. Donc, aussi, c'est quoi le contexte de ce projet? Comme les déchets sont souvent jetés dans des décharges ou des sites illégaux, ce qui entraîne bien entendu des problèmes environnementaux, mais aussi de santé publique graves. Donc, il existe un besoin important de la sensibilisation et des actions à ce niveau, d'où ce projet qui vise à sensibiliser sur l'économie circulaire. 40 jeunes seront formés sur l'économie circulaire, mais aussi il y aura la promotion d'une citoyenneté responsable envers l'environnement et le développement durable. Le site a été équipé par une machine qui est une sorte de broyage et d'extrusion de plastique, bien sûr alimentée par des panneaux solaires, donc de l'énergie renouvelable. En termes de planning, donc nous sommes maintenant dans la phase de formation. Une vingtaine de personnes ont été formées. Nous poursuivrons les actions de sensibilisation en parallèle, bien entendu. Ici, je vous présente avec vous quelques photos donc, des sessions de formation. Et je me permets de partager avec vous une courte vidéo qui présente brièvement le projet.
recyclage du plastique a été une expérience révélatrice pour moi. Lorsque je me suis inscrite, je connaissais seulement les bases de recyclage et son importance. Cependant, le cours m'a offert une éducation complète sur tout le processus de recyclage, depuis la collecte des déchets plastiques jusqu'à la transformation en produit. Mon expérience dans le cours sur l'importance du recyclage du plastique a été très enrichissante. J'ai appris comment transformer les déchets plastiques en nouveaux produits, comme des pots de fleurs et des sous-verts. En plus, nous avons décoré ces produits de différentes manières créatives, ce qui a renforcé nos capacités créatives et nous a fait réaliser la valeur esthétique et fonctionnelle du recyclage. Donc, c'était une brève présentation donc, du projet pilote qui se fait actuellement à Accra avec le soutien de l'OIF. Je vais terminer ma présentation sur quelques retours d'expérience et enseignements importants à travers donc, ces différents projets que nous implémentons. En effet, l'un des premiers retours d'expérience, là je vais partager aussi mon écran avec vous. Voilà. Donc, l'un des premiers retours d'expérience et qui est très, très important, c'est vraiment l'importance de l'éducation et de la sensibilisation. Il y a un besoin qui est énorme en termes de sensibilisation sur l'économie circulaire, mais aussi sur les bonnes pratiques pour une consommation responsable, les bonnes pratiques du tri, mais aussi de donner la visibilité à des initiatives locales qui proposent des solutions concrètes. Il y a aussi un besoin de formaliser l'éducation sur l'économie circulaire et renforcer les formations. Les organisations de la société civile ont un rôle, voire une responsabilité pour promouvoir l'économie circulaire dans les communautés locales, mais aussi de partager les bonnes pratiques et stimuler l'innovation. Le second point d'enseignement et de retour, c'est l'importance de renforcer les initiatives locales. Donc, l'engagement des citoyens et des jeunes dans l'économie circulaire est très important pour proposer des solutions locales concrètes. Donc ça, on le voit. On voit plusieurs initiatives. On voit des jeunes qui sont motivés. Même, on aura la chance durant ce webinaire de voir, d'entendre des entrepreneurs qui sont actifs dans ce domaine. Surtout comme par exemple dans la crise des déchets, car ça crée de l'emploi, ça génère de la valeur économique. Mais ces initiatives se font souvent dans le secteur informel. D'où l'importance de renforcer et d'encadrer ces initiatives pour qu'elles soient conformes avec les régulations et réduire les dangers environnementaux et sanitaires. Je parle aussi dans le renforcement des initiatives locales, l'importance aussi des incubateurs pour soutenir les entrepreneurs verts et soutenir l'innovation. Le troisième et dernier point d'enseignement, c'est l'importance de renforcer le cadre légal et la stratégie nationale. Malheureusement, au Liban, il n'y a que 2 lois en fait au niveau environnemental. Donc, la première, c'est la loi de 2002 sur la protection de l'environnement qui a besoin d'être mise à jour, d'être renforcée, et une loi plus récente sur la gestion intégrée des déchets solides en 2018, avec une feuille de route, mais qui reste à renforcer et à concrétiser. Par contre, il y a un manque de régulation sur l'économie circulaire, sur le recyclage. Donc, il y a vraiment un besoin d'une politique nationale claire, mais efficace, pour la promotion de l'économie circulaire, pour une réglementation nationale du recyclage, un renforcement du dispositif légal, mais aussi une mise en place des incitations pour soutenir l'économie circulaire, soutenir l'entrepreneuriat, l'industrie et favoriser tous ces maillots de la chaîne et créer de la valeur. Donc, c'était la fin de ma présentation. J'espère que ce n'était pas très long. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Stéphane Poufari d'Énergie 2050 pour nous présenter une étude de cas et nous parler davantage de l'économie circulaire. Monsieur Poufari, Merci Marlon. c'est à vous. Ouais, donc je vais te laisser passer les slides et donc du coup je te dirai au fur et à mesure, voilà. Donc du coup déjà tu peux passer à la suivante. Je dirais juste comme ça slide. Donc en quelques mots, donc du coup je lance le chronomètre pour rester dans le tempo et dans le timing. Peut-être juste quelques mots sur Énergie 2050, donc est un réseau de maintenant environ 25 ans, et puis à peu près 15 ans en tant qu'ONG. On est représenté avec des partenaires et des projets dans plus de 70 pays. Et on travaille sur la systémie du développement, c'est-à-dire
beaucoup de composantes qui font qu'à un moment donné, on peut attaquer des questions transversales qu'on va décliner avec différents niveaux, que ce soit au niveau étatique, au niveau local et ou au niveau du multi-acteur. Et donc là, tu peux passer à la slide suivante. Ça, c'est toutes les thématiques sur lesquelles on intervient. Donc, ça en fait beaucoup, mais néanmoins, c'est indispensable. C'est comme un puzzle. Et l'économie circulaire est ancrée un petit peu dans toutes ces sphères. À un moment donné, on le retrouve dans énormément de thématiques parce que finalement, c'est plus un mode de fonctionnement dans la mise en place de programmes et projets que simplement quelque chose de ciblé sur une activité qui serait que en lien avec les déchets. On y reviendra un petit peu après. Nous, par exemple, on travaille donc selon les axes qui sont les projets adaptables et reproductibles. On agit sur le terrain, toujours en partenariat avec des acteurs. On collabore au niveau international, on en dira peut-être un mot après. On crée des connaissances et on transmet, on forme et on échange. Tu peux passer à la suivante. Comme ça, je vais essayer d'aller assez vite. On est une institution assez reconnue dans pas mal de grands cercles. Là, on en a listé qu'un petit nombre. On est au Conseil économique social des Nations Unies, on est à la CNUC, on a une initiative artistique, Art Planet, une initiative carbone. Enfin, on pourrait la lister pendant des heures. On est dans énormément d'initiatives, notamment l'Alliance mondiale sur le bâtiment durable. Donc voilà, pas mal d'initiatives qui finalement nous permettent à la fois de percoler nos actions et nos thématiques de travail avec nos partenaires et aussi d'en bénéficier bien évidemment et de créer des innovations, pour reprendre le terme qui a été employé tout à l'heure. Tu peux passer à la suivante. Donc, juste là aussi, on a listé quelques projets qui ont un petit lien. Tout ça, ce sera accessible puisqu'on enregistre la conversation et vous aurez accès. Quelques petits liens. On aura tout à l'heure un zoom sur un ou deux projets. Des liens qui ont un trait avec le sujet d'aujourd'hui. Il y en a une foule, puisqu'on a une foule de projets. Mais là, c'est quelques projets qui sont assez intéressants à regarder. Voilà. Donc, on va passer à la slide suivante. On publie beaucoup pour terminer ce petit panorama sur Énergie 2050. On accompagne notamment la francophonie sur les négociations climat. On produit aussi sur la territorialisation, sur la finance climat, sur beaucoup de sujets, que ce soit des sujets techniques et ou des sujets politiques et ou des sujets de transmission de savoir, notamment sur la société civile avec qui on travaille évidemment beaucoup puisque nous-mêmes on en est, mais aussi pour former et transmettre. On a besoin de passeurs de relais et évidemment les savoirs sont mutualisés, veut dire qu'ils viennent non pas toujours d'une seule perspective, mais d'une perspective plurielle. On peut passer à la suivante. Ça, c'est des exemples de réunions, de manifestations. On en a une foule par an. Voilà. On peut passer aussi à la suivante. Et du coup, on va arriver au cœur du sujet. Comme ça, j'ai gardé le tempo pour me concentrer sur les exemples. Donc, tout à l'heure, on a beaucoup présenté l'économie circulaire. Alors, toujours avec l'axe, évidemment, la circularité sur la chaîne de valeur finale, j'ai envie de dire, qui est souvent utilisée comme telle d'un point de vue théorique. Mais ça a été dit dans l'introduction, il y a une foule de circularités, en fait, qui sont fondamentales. Et je pense que beaucoup de gens ne voient pas, en fait, que finalement, le mode de pensée de cette circularité à co-construire et à mettre en œuvre, elle est beaucoup plus complexe et vaste que simplement sur une chaîne de valeur locale. Et là, je vais cibler tout à l'heure sur peut-être des choses qui sont plutôt dans l'écologie industrielle et territoriale, mais aussi dans ce qu'on appelle les prosumers, c'est-à-dire le consommateur qui va devenir lui-même à l'origine d'un acte de consommer différent et qui va agir sur toute la chaîne de valorisation ensuite. Et ça, peut-être pour finir cette introduction et ensuite aller sur deux exemples de projets, je pense que on loupe souvent dans la discussion autour de l'économie circulaire sur l'objectif premier de l'économie circulaire. Et l'objectif premier, en fait, il prend sur trois piliers qui sont universels et que beaucoup oublient. Le premier pilier, c'est évidemment qu'on a, j'ai envie de dire, un écosystème de ressources renouvelables limité et qu'on est dans un système qui est évidemment défaillant en termes de gouvernance et de mise en œuvre de politiques sobres en énergie, en carbone, voilà, et qui ne sont incapables d'apporter du bien-être de vie à beaucoup de personnes. Mais néanmoins, à la base de ce processus déséquilibré, c'est qu'il y a une surconsommation de ressources. Et donc, le premier acte qu'on doit mettre dans une économie circulaire, c'est réduction à la source. Ça veut dire une sobriété dans l'usage des ressources. Ça, on l'oublie souvent, mais c'est le premier pilier de toute économie, de toute circularité. Sobriété dans l'usage des ressources, c'est la première chose. Le deuxième pilier, c'est l'efficacité. Ça veut dire, dès lors qu'on est obligé d'utiliser une ressource, on va chercher à en utiliser dans son optimum. Ça veut dire en ayant un service qui est peu dégradé, mais qui consomme moins de ressources. Et vous remarquez bien que j'emploie le terme ressources, parce que c'est valable partout.
Quand on parle de la circularité de l'eau, on parle de ressources. On n'est pas simplement en train de parler de recycler et ou de revaloriser. Donc, sobriété dans l'usage des ressources, efficacité dans l'usage des ressources. Et le troisième pilier fondamental, c'est l'utilisation de ressources renouvelables. Et là, on est dans une vraie constitution de circularité et je pense que ça manque dans beaucoup de discours. Et nous, on se bat là-dessus parce que du coup, on oublie l'essentiel du périmètre, c'est comment faire que le prosumer, le consommateur actif, puisse demain rentrer dans dans ce triptyque et pas simplement dans un axe ou dans une petite pièce du puzzle du triptyque, mais bien dans les trois. Et ça, c'est fondamental. Et évidemment, vous allez comprendre, quand on parle d'énergie, ben là, c'est vachement facile à saisir. On va parler de la sobriété dans l'usage, on va parler de l'efficacité énergétique et d'usage d'énergie renouvelable. Et c'est le même mot quand on parle d'eau, quand on parle de biodiversité, quand on parle de ressources alimentaires, quand on parle de biens à la construction, quand on parle de produits. Donc, toujours sobriété, efficacité, ressources renouvelables. Donc là, on peut passer à la slide suivante. Oui, Voilà. on voit bien. Donc, je vais vous faire l'historique en quelques minutes, comme ça on ne perd pas de temps. Ce projet, en fait, il trouve sa genèse. Alors, c'est un projet que nous, on aime beaucoup parce que c'est la pédagogie en action d'un projet très ambitieux qui répond à la circularité. Il vient d'un déficit, d'une réalité au Sénégal, en Mauritanie, pour des questions de collecte, de capacité de transformation. L'essentiel du lait collecté par tous les petits collecteurs à droite, à gauche, finalement, est jeté. Et jeté pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à le valoriser, on n'arrive pas à le transformer. Et ce qui fait que le Sénégal et la Mauritanie continuent à importer de manière massive du lait en poudre pour le redistribuer ensuite. Donc là, on est bien dans une chaîne de valeur qui est cassée au début et qui fait qu'à un moment donné, on doit poser la question différemment sur qu'est-ce qu'on va créer comme circularité dans la fonctionnalité du lait, le service. On revient à un service. Et là, l'idée, c'est d'utiliser le vecteur énergie, non pas pour cette fois-ci fournir simplement un service, mais pour fournir un service ciblé sur une circularité. Ça veut dire quoi? En fait, d'organiser des points de collecte et de pré-transformation sur l'ensemble du territoire et ensuite de les transformer en formant des gens, en créant de la valeur ajoutée. Et ces gens-là, en fait, participent à toute la valorisation du produit qui est ensuite collecté au niveau régional et qui est ensuite collecté au niveau national pour faire une chaîne de production de lait en poudre nationale. Donc là, vous voyez que le sujet, quand on le dit comme ça, il paraît simple, il paraît évident, mais là de rien, il a créé toutes les questions de la mise en œuvre de cette circularité de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi donner du fourrage aux périodes de transhumance, créer des mécanismes économiques pour créer de la valeur dans les villages, créer des circuits de collecte, créer de la valorisation des services énergétiques, lui donner une valeur, une économie. Et tout ça, en fait, ça a permis de faire quoi? De générer, en fait, finalement, une création locale de valeur ajoutée en évitant de jeter donc un volume colossal de lait gaspillé d'importation. Et là, on est bien dans éviter du transport, du déchet d'emballage et ainsi de suite. Donc là, on est bien dans une question complètement décalée par rapport à tel qu'on présente souvent les micro-programmes en disant, voilà, on va agir sur la chaîne, l'outil final qui est le déchet. Non, là, on est en chaîne amont, on change une chaîne de valeur. Et ce projet-là, il est d'autant plus significatif qu'aujourd'hui, le Sénégal en a fait un projet phare qui a modifié des règles d'agriculture pour créer du fourrage toute l'année et qui a créé des revenus. Le Progrès Lait, c'est un programme de valorisation de la chaîne de valeur lait par l'accès aux services énergétiques. Il consiste donc à mettre à la disposition des éleveurs dans les villages du Sénégal et de la Mauritanie des plateformes énergétiques pour la conservation du lait, mais également pour l'électrification des ménages et des infrastructures socio-communautaires. Du point de vue de son objectif, le premier objectif, c'est de développer de l'entrepreneuriat féminin, notamment pour les femmes, pour les aider justement dans la collecte du lait à la base à s'organiser davantage. Le second objectif consiste justement à améliorer l'organisation des éleveurs à la base à travers des types de partenariats public-privé. Et le troisième objectif consiste à développer un marché autonome de commercialisation du lait, tout en sachant qu'on donne la possibilité aux organisations à la base de pouvoir disposer de possibilités de conservation du lait. Quand on analyse la chaîne de valeur lait au niveau des deux pays, on se rend compte de deux paradoxes. Et c'est ce que l'on a appelé dans le concept du projet le paradoxe du lait. Dans les zones de production de lait, il n'y a pas d'accès à l'électricité, au point que les éleveurs à la base versent leur lait parce qu'ils n'ont pas de possibilité de conservation.
Et au niveau des zones où il y a de l'électricité, c'est-à-dire les zones urbaines, où il y a les industries de transformation, il n'y a pas de lait. Ça, c'est le premier paradoxe. Donc là où il y a du lait, il n'y a pas de possibilité de conservation, il n'y a pas d'électricité. Là où il y a de l'électricité, il n'y a pas de possibilité d'approvisionnement en lait local. C'est le premier paradoxe. Le second paradoxe, c'est lié au fait que le Sénégal importe jusqu'à 60 milliards de francs CFA par an, alors que le potentiel valorisable s'estime à plus de 70 milliards de francs CFA par an. Donc, si on valorisait les potentialités en lait au niveau du Sénégal, on peut arriver certainement à une autosuffisance en lait. Et c'est ça qui justifie le projet énergie solaire et chaîne de valeur lait. C'est-à-dire une autre manière d'aborder la problématique de l'électrification rurale avec une entrée énergie productive. D'abord de la production, de la création de richesses et après, ce serait justement l'accès à l'énergie sociale. C'est aussi une autre manière de montrer que l'électrification rurale n'est pas uniquement le fait de tirer des lignes. L'électrification rurale doit être aussi accompagnée en identifiant les chaînes de valeur qui sont porteuses de création de valeurs réelles, qui peuvent booster l'économie des villages et voir comment renforcer l'accès à l'électricité dans ces zones-là. Et tout ceci a été fait avec l'ensemble des collaborateurs du projet, que ce soit les partenaires étatiques, mais également les partenaires comme EcoDev au niveau de la Mauritanie et Énergie 2050 au niveau de la France. Tout le raisonnement qu'il y a aussi derrière le progrès lait, c'est de voir comment au-delà de cette action, qui va être mise en œuvre évidemment soutenue par de la finance et de l'action publique, comment on va pouvoir déployer ce type d'initiative ensuite ailleurs et faire en sorte qu'elle soit pérenne et qu'on puisse renforcer les mécanismes de financement pour que les éleveurs, les personnes qui collectent le lait puissent en tirer des revenus et aller au-delà de simplement la production de lait, mais aussi créer toute une chaîne de valeur économique autour de ce processus. Et donc là, on va travailler aussi sur les mécanismes climat, ce que l'on appelle la finance climat, qui doit permettre d'accompagner ce type de projet et de voir enfin comment on peut le déployer, parfois même peut-être sans soutien public, dans des endroits sur lesquels on peut imaginer des mécanismes complémentaires de financement. Donc voilà, ça c'est tout l'enjeu de ce projet, sachant qu'il ne peut fonctionner que s'il y a une complémentarité absolue entre les pouvoirs publics, les acteurs de la société civile, les acteurs de l'économie, les acteurs du rural et aussi bien évidemment les acteurs internationaux de la coopération. Et c'est toute l'intelligence qui est en train de se mettre en place autour de cette initiative, de faire en sorte qu'elle ait un sens, mais un sens transversal, à la fois pour les personnes qui collectent du lait, pour les personnes qui sont déjà dans des situations de vulnérabilité sujettes évidemment aux questions des aléas climatiques, et puis aussi au gouvernement qui permet ainsi d'avoir une politique d'adaptation au niveau national, de fournir un service énergétique qui lui-même va être un effet de levier pour toute une chaîne de valeur, ici au travers de la collecte du lait, mais ailleurs aussi pour avoir d'autres services producteurs d'activités économiques, générateurs de revenus, et en particulier sur des populations vulnérables, en l'occurrence les femmes, et puis aussi la population rurale. Là, on passe sur tous les chiffres clés de ce projet, qui est pour nous extrêmement intéressant parce qu'il a questionné, et c'est un des sujets que j'aimerais bien qu'on discute ensuite s'il y a des questions, qui c'est de la question qu'on doit répondre en fait. À quelle question répond-on quand on essaie de mettre une circularité et quand on essaie de mettre une chaîne de valeur? Quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif c'est d'agir sur l'ensemble de la chaîne ou sur une pièce de la chaîne? Et quel est l'élément déclencheur dans la chaîne qui fait qu'ensuite les autres composantes de la chaîne de consommation, de valorisation, créent à la fois une valeur économique, créent de l'entrepreneuriat, créer de l'économie de ressources et répondre finalement aux critères réellement de ce que c'est que cette circularité qu'on essaye de mettre en place. D'accord ? Ça, c'est le premier exemple. On va passer au suivant. Voilà. Donc ça, c'est des photos, mais je pense qu'on peut très largement les oublier. Voilà, tu peux passer à la suivante encore. Tu peux passer à la suivante. Et tu peux passer à la suivante. Alors voilà, celle-là, juste maintenant, pour conclure, il me reste encore 3 minutes, 4 minutes. Tu peux revenir là encore un peu en arrière. Encore un peu.
Voilà, on peut rester sur celle-là. Je voudrais juste aussi attirer votre attention voilà, sur celle-là, c'est parfait, sur le principe des communautés énergétiques. Alors qu'on trouve aussi très intéressant parce qu'il questionne la circularité, la création d'économies dans un autre axe. Et toujours pareil, nous on essaie de travailler sur les pépites, les innovations qu'on peut dupliquer. Et pour info, les communautés énergétiques, je le précise juste accessoirement, la définition, peut-être que vous la connaissez pas parce que dans le droit libanais, pour l'instant, elle n'est pas autorisée. Elles sont pas autorisées d'ailleurs dans beaucoup de pays. En Europe, c'est dans la loi. Et les pays, évidemment, étant régaliens, l'appliquent. Mais l'air de rien, en Europe, on espère qu'avec les communautés énergétiques, on va atteindre, alors écoutez bien le chiffre, 40% de toute la production d'énergie renouvelable consommée en Europe viendra de communautés énergétiques en 2050. Donc, je peux redire le chiffre. Si vous connaissez les ambitions européennes, c'est juste monstrueusement colossal. Et là, ce qui est super intéressant dans le processus, c'est qu'on a questionné toute la chaîne de valeur de l'énergie de manière différente. Donc, l'énergie, je rappelle, on est bien dans une circularité parce qu'il y a de l'extraction, il y a des énergies fossiles, des énergies de substitution, il y a des processus. Et donc là, on agit sur un axe qui est comment on va produire et consommer différemment pour limiter tous les impacts et créer de la valeur. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des collectifs qui ajoutent des citoyens, des entreprises, des collectivités, c'est du multi-acteur, c'est indépendant, c'est pas étatique. Et là, les gens ont décidé de s'associer pour créer de la valeur en produisant des énergies renouvelables, la partageant et en réduisant leur consommation. C'est ça qui nous intéresse toujours, sobriété, efficacité, renouvelable. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là vont accepter des modèles de co-gouvernance extrêmement plus contraignants, mais qui créent de la valeur, évidemment économique, environnementale et sociale. Et ces gens-là vont modifier leur profil de consommation pour répondre au profil de production des énergies renouvelables en consommant le maximum d'énergie produite localement et le reste en injectant l'excédent et ou en important quand nécessaire sur leur réseau. Alors là, on peut passer au suivant, à la slide suivante. Ce qui est donc très intéressant dans le processus, c'est que là, on questionne, tu peux passer sur la slide suivante, Maroun, s'il te plaît. Voilà, là c'est juste un exemple. Donc là on voit bien, tout à l'heure on parlait justement de la chaîne avec les poules ou autres. Ben là par exemple on peut valoriser du bio... non, c'est la précédente. La slide, voilà, celle-là. Là, par exemple, on va valoriser l'intégralité des vecteurs énergétiques. On n'est pas simplement en train de faire du photovoltaïque ou autre. Il peut y avoir de l'hydrogène vert, il peut y avoir du biogaz, il peut y avoir de l'utilisation des sols, de la biomasse, de l'éolien. Il peut y avoir tous les vecteurs énergétiques, stockés ou non stockés. On ne rentrera pas dans le détail. Et là, du coup, on va utiliser, comme je l'ai expliqué, un optimum de consommation versus des prosumers. Ça s'appelle des prosumers. Et c'est ça le véritable terme qui doit rentrer dans l'économie circulaire. C'est qu'en fait, on doit créer des prosumers, c'est-à-dire des consommateurs actifs qui vont participer pas simplement à un angle, la valorisation des déchets ou autre, mais qui vont produire l'intégralité de la chaîne de valeur autour d'un bien. Tout à l'heure, l'exemple était le lait. Là, on est dans l'énergie. Il y a les mêmes processus dans l'eau. On a un projet sur les communautés eau qui font exactement le même travail. Réduction à la source, valorisation de la source, efficacité dans l'utilisation de la source et de la ressource. Voilà. Et donc ça, c'est juste des exemples. Vous verrez dans les transparents qu'on présentera et qu'on vous partagera ensuite, on a donné quelques exemples de projets. Voilà. Et donc, pour la conclusion, je pense que ce qui est intéressant dans le processus assez provoquant qu'on essaie de mettre, et on n'est pas les seuls à le porter, c'est qu'aujourd'hui, il faut que cette question de la circularité qui a bien percolé, d'un point de vue compréhension pédagogique, en fait, on la questionne sur un mot qui serait peut-être plus judicieux, peut-être, qui serait de re-questionner la chaîne de valeur. Et c'est la chaîne de valeur qui a un sens et qui va créer de la valorisation économique, environnementale et sociale. Et c'est parce que le service est utile que le service peut donner une monétarisation quand on arrive à travailler sur de la sobriété et quand on arrive à travailler sur de l'efficacité et évidemment sur des ressources renouvelables qui sont elles recyclables et qui peuvent être valorisées à l'infini. Voilà, je m'arrête là, je suis exactement dans le temps qu'on avait prévu et dans la dernière partie, j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter plus en avant tous ensemble. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Stéphane, effectivement pour ta présentation, donc c'est aussi vu d'ailleurs, les communautés énergétiques, tout ça c'est aussi un peu le but de ce webinaire, de faire cet échange de bonnes pratiques, de voir aussi quels sont surtout les pays qui ont déjà quelques années derrière eux dans la mise en place d'une stratégie efficace dans l'économie circulaire. Maintenant, si je peux me permettre, Maroun, juste pour aller dans ton sens et dire une phrase, nous, on fait partie des gens, on est en train de promouvoir ça en Afrique, dans des cadres où justement même l'accès au réseau est interdit pour des producteurs indépendants. Et on pense qu'aujourd'hui, l'approche justement circularité, comme il y a eu dans Progrès Lait, qui est un projet vraiment exemplaire. Nos amis, c'est Anda Énergie au Sénégal. Je sais qu'il y a des Sénégalais là qui sont dans l'auditoire, qui l'ont porté. C'est un projet qui a révolutionné le mode de pensée, même étatique,
autour de la production du lait. Et ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, on doit questionner. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas des pays avancés, des pays en retard. Il y a juste une ingénierie collective à mettre en place. Et au sud comme au nord. Et là, pour le coup, il n'y a pas de différence. Voilà, je m'arrête juste là, mais pour dire, et c'est bien l'objectif de ce genre d'échange. Tout à fait. Merci beaucoup, Stéphane, encore une fois. Là, maintenant, on va un peu donner la parole à la jeunesse, à des jeunes entrepreneurs qui ont aussi eu le courage, la motivation, la mobilisation pour combiner entre voilà, l'intérêt, le respect de l'environnement, mais aussi créer de la valeur économique. Je vais commencer tout d'abord avec une entrepreneur qui est basée à Akkad, Hayat Taleb, qui a aussi eu l'idée elle a vu à côté d'elle la crise de gestion des déchets plastiques un peu partout. Du coup, elle a eu une idée entrepreneuriale. Donc là, je vais laisser la parole à Hayat de nous parler un peu d'elle-même, de son projet, comment elle a eu cette idée, mais aussi quels sont vraiment les défis et les opportunités auxquels vous faites face et quel est votre message un peu pour la jeunesse? Hayat, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir pour tout. Ah. Je m'appelle Hayat Taleb, je suis la fondatrice du projet Zigro pour les tri des déchets à la source et pour le broyage de plastique. Les projets offrent plusieurs services, notamment, premièrement, collecte des déchets plastiques, deuxièmement, de plastique et nous transportons vers les usines spécialisées pour le recycler. Comme tout le projet, nous faisons offre plusieurs types. Premièrement, les sensibilisations environnementales et le manque de tri des déchets, en plus les coûts de collecte des déchets sont élevés et un manque d'infrastructures spécialisées pour collecter les déchets de manière efficace ou pour gérer les déchets de manière efficace. Enfin, j'espère que nous pourrons créer les projets à toutes les régions de Dakar et ils pourront créer un environnement propre et durable pour toutes les générations futures. Merci pour votre écoute et thank you. Merci beaucoup, Hayat, pour votre témoignage. Donc, là, je mets aussi le contexte. Hayat travaille vraiment dans des municipalités où il n'y a pas vraiment de la coordination, il y a vraiment un manque de la chaîne, donc de la gestion des déchets. Donc, elle a eu cette idée d'aller aborder les gens, les citoyens, les écoles, les hôpitaux pour acheter donc de la matière plastique et avec sa petite usine qui a été financée aussi par des incubateurs pour avancer, pour créer de la valeur économique. Et donc, c'est vraiment un exemple pour la jeunesse, pour dire, même si on est dans des zones défavorisées, dans des zones où il y a vraiment encore un manque de coordination, que c'est très, très important d'avoir le courage de faire de telles initiatives, car c'est contagieux. Là, on va passer à une autre entrepreneur, Hiba Khail, qui est basée à Kobayat. C'est aussi une petite ville, on va dire, dans le Rakai. Hiba va nous parler de son projet Circle. Elle va nous parler aussi de l'idée, comment elle est venue, quelles sont les opportunités, les défis et son message aussi pour les autres entrepreneurs. Hiba, tfaddali, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Hiba, cofondatrice de Circle, qui est une entreprise de gestion durable des déchets basée à Akkar, au Liban Nord. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour vous parler un peu de notre travail et du succès de Circle, ainsi que de notre contribution à l'économie circulaire. Donc, pour vous parler un peu, comme vous le savez, le Liban fait face depuis des années à une crise de gestion des déchets.
En particulier, les zones rurales souffrent d'une absence de système de gestion de déchets fonctionnel, comme l'a mentionné Maroun, et durable et respectueux de l'environnement. Alors, c'est là que nous, deux jeunes femmes, moi-même et ma partenaire Elia Rizek, avons décidé de prendre les choses en main et de tenter de résoudre ce problème nous-mêmes au niveau de notre propre communauté. Alors, au début, nous avons bien sûr participé dans de nombreux programmes d'incubation avec la Fondation Diane et Beritech, aussi avec Injaz Lebanon. Et ces programmes nous ont vraiment aidés à développer et mettre en œuvre notre idée d'entreprise. Au départ, bien sûr, l'idée était de lancer une initiative de recyclage de plastique, comme on a vu aussi, Maroun, avec le LCCE, vous avez fait ce projet pilote. C'était au début aussi notre idée. Mais nous avons anticipé quelques problèmes, spécifiquement en termes de récupération de quantité suffisante de matériaux et de plastique. Donc, ceci nous a poussé à faire un petit pas en arrière et nous avons là réalisé que peut-être la collecte et l'engagement de la communauté étaient des prérequis indispensables. Alors, c'est là vraiment que nous avons focalisé nos efforts et nous avons créé Circle, qui est une société maintenant désormais, qui fournit un système complet de gestion des déchets, donc l'engagement de la communauté, le tri à la source, la collecte, le traitement et vente de matières recyclables, suivant un modèle d'économie circulaire. Donc peut-être c'est juste pour dire comment ça a commencé. Ce que je voudrais faire maintenant pour vous montrer un peu ce qu'on fait, c'est de lancer la vidéo. Plastic bottle. Plastic waste. An ocean of plastic trash. Plastic. 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 Plastic is, well, it's everywhere. Au Liban, chaque personne génère environ 1 kg de déchets par jour. Au total, 8% des déchets sont recyclés, 15% compostés, 77% déposés à l'air libre ou en décharge. La crise de la gestion des déchets a été contrée par des solutions ponctuelles et souvent dangereuses, appelant le secteur privé à se mobiliser. En plus des effets écologiques néfastes et compte tenu de la crise économique actuelle, nous devons utiliser toutes les ressources disponibles. C'est là qu'intervient notre start-up, Circle. Circle est une entreprise de gestion des déchets basée à Kobeya qui s'engage à traiter les déchets recyclables et à sensibiliser à la protection de l'environnement. Nous nous engageons directement auprès de la communauté pour encourager et faciliter le tri à la source. En plus de l'option de dépôt, nous offrons un service de collecte régulier et fiable des matières recyclables. Dans notre installation alimentée à l'énergie solaire, les matières recyclables collectées sont triées par genre de matériaux et compressées dans des machines avant d'être vendues comme matières premières aux industries locales. Mais ce n'est pas tout, nous voulons aider notre entourage à adopter un mode de vie respectueux de l'environnement en les encourageant à réduire, réutiliser et recycler leurs déchets. Pour cela, l'établissement Circle propose des sessions de partage de connaissances, des ateliers d'upcycling et des activités en plein air axées sur l'écologie et la protection de l'environnement. Rejoignez-nous dès maintenant et ensemble, faisons la différence. Ça, c'était juste un petit peu de ce qu'on fait comme entreprise. Mais je voulais aussi bien vous parler de nos réalisations en une année. En effet, nous travaillons depuis à peu près septembre de l'année passée. Nous avons jusqu'à maintenant organisé plus de 20 sessions de sensibilisation et d'éducation pour plus de 1000 participants afin de promouvoir la durabilité, le respect de l'environnement et l'économie circulaire. Nous avons établi plus de 14 partenariats stratégiques, créé 8 emplois verts locaux. Nos services de collecte, entre-temps, couvrent plus de 50 entreprises et 200 foyers, 5 écoles, un hôpital et de nombreuses ONG. Nos efforts ont aussi permis de détourner jusqu'à maintenant 60 tonnes de matières recyclables de la décharge de Srar, au nord du Liban. Alors, jusqu'à maintenant, nous collectons 8 types de matières. Voilà, donc nous achetons 8 types de matières recyclables en vue de leur vente aux industries locales, contribuant à la réduction aussi de prix de la production et favorisant un modèle d'économie circulaire. Donc, en 2023, nous avons gagné un pitch avec le programme des Nations Unies pour le développement. Nous avons participé à la COP28, partageant aussi nos succès avec d'autres partenaires à Dubaï.
Mais voilà, nous sommes aussi très fiers de la reconnaissance internationale, la publication aussi d'articles sur notre travail et notre participation dans plusieurs tables rondes comme celle-là aujourd'hui sur la durabilité, l'environnement et l'économie circulaire. Donc, je voulais juste me focaliser un peu sur la réaction de la communauté, peut-être pour parler un peu des challenges au début ou bien des difficultés. Je pense que maintenant, on arrive à voir un changement dans la perception de la communauté envers ce genre de travail. Au départ, on était très sceptiques, surtout deux jeunes femmes voulant travailler dans un domaine plutôt masculin, plutôt bon, ce n'était pas nécessairement bien vu ou bien pas très prise au sérieux. Mais maintenant, vraiment, on est très fiers de la manière positive dont la communauté locale réagit à notre projet. Progressivement, la communauté s'engage dans les programmes de tri et de collecte avec un nombre croissant de foyers qui s'inscrivent chaque semaine. Peu à peu aussi, on voit des pratiques de gestion de déchets durables adoptées par les foyers et les organisations au quotidien. De plus en plus de demandes de collaboration sont en train voilà, de se présenter à nous aussi localement et au Liban plus généralement. Et aussi, les habitants reconnaissent vraiment que nous résolvons un problème réel et urgent de gestion des déchets, ce qui leur permet aussi de bénéficier d'un environnement propre en comparaison avec les villages voisins. Donc, ça, c'est vraiment pour dire qu'il y a une reconnaissance quand même de l'impact de notre travail. Donc, en termes de vision pour l'avenir, nous envisageons d'étendre notre service géographiquement sur Akkar pour engager la communauté au-delà de Kobayat spécifiquement. Mais aussi, nous voulons bien intégrer des initiatives de recyclage, par exemple de recyclage de verre, de recyclage de plastique, pour pouvoir vraiment réinsérer ces produits-là suivant un modèle d'économie circulaire dans le marché, créant plus d'emplois verts, comme on a parlé au début, Dr Jean aussi en a parlé, la création d'emplois locaux et verts. Voilà, donc ça c'est un peu notre vision pour l'avenir sur ces deux plans, expansion géographique, mais aussi expansion dans la production de recyclage voilà, localement. Donc, merci de votre attention et en avant. Merci beaucoup, Hiba, aussi pour ton témoignage. C'est vraiment très inspirant. C'est une histoire de succès, de réussite dans un délai très court, vu la quantité d'actions et la qualité, bien entendu. Donc, on voit ça souvent au Liban, c'est un peu l'entrepreneuriat social. Donc, vraiment, les problèmes sociétaux, des problèmes, on voit autour de nous que oui, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on n'attend pas, on ne croise pas les doigts s'il n'y a pas vraiment des politiques, de la gouvernance active. Donc, c'est la citoyenneté active qui prend le devant. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaites partager avec d'autres entrepreneurs, par exemple? Donc, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de défis. Tu as parlé aussi un peu de ce challenge, de ce défi homme-femme, aussi un enjeu qui s'ajoute aux enjeux déjà présents. Y a-t-il un message que tu souhaites partager à d'autres jeunes qui sont avec nous Voilà, aujourd'hui? certainement. Donc, l'enjeu homme-femme, mais aussi l'enjeu secteur privé, secteur public. Il y a toujours aussi, surtout dans la gestion des déchets, c'est assez prominent comme challenge, disons. Mais vraiment, mon message aux jeunes, c'est quand vous avez une idée, il faut vraiment la poursuivre. Et parfois, ça prend du temps, parfois, c'est difficile. Et c'est vraiment un trajet à long terme. Mais il y a certainement du support. Il faut, et on peut le trouver. Donc, et il y a moyen de vraiment matérialiser ces idées. Et il ne faut pas attendre, comme tu disais. Donc, on n'a pas le luxe d'attendre encore 10 ans pour résoudre, par exemple, la crise des déchets, de la gestion des déchets en Akkar. Donc, voilà, quand on Il y a voit... l'urgence. Il y a l'urgence. Donc, quand on voit l'opportunité, quand on a l'idée de se mettre ensemble, de collaborer, de chercher le support au Liban ou ailleurs, au niveau régional, au niveau international, il y a toujours de l'intérêt et voilà, il faut juste persévérer. Merci beaucoup, Hiba, et courage. Courage pour tout.
Là, on va passer à la dernière partie de notre webinaire. Donc, il nous reste quelques minutes pour les questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Donc, il y a toujours l'expert qui est avec nous. Des questions pour moi-même, pour Stéphane ou pour les entrepreneurs. Quelqu'un souhaite s'exprimer. Je vous invite juste à cliquer sur le signe de la main levée. Bonjour Thomas, oui. Alors, Oui. oui, mon seul souci, c'était simplement de savoir si vous pouviez nous partager tous les supports que vous avez fait la présentation avec. Si vous pouvez nous partager ça dans notre adresse email, ça pourrait également beaucoup m'aider. Deuxième chose, je voulais demander à Maroud si également il peut me partager un peu un certain nombre de contenus sur le projet qu'il est en train de mettre actuellement en œuvre au Liban. Ça me permet également d'avoir un échange d'expérience. Oui, oui, bien sûr. Donc, il n'y aura pas de souci pour J'en le ai terminé. Oui, oui, merci, merci beaucoup Thomas. Pas de souci de notre côté pour la présentation. Donc ça, on pourra le partager bien entendu. Quant aux indicateurs du projet, donc là c'est un projet qui est toujours en cours. Donc bien sûr, une fois le projet terminé, donc il y aura une visibilité, un rapport plus clair sur tout l'impact. Notre projet est d'abord et avant tout à but éducatif. Donc, c'est vraiment, on est là pour œuvrer pour la promotion de l'économie circulaire, qui est encore un sujet très récent dans la région, notamment au Liban, malgré qu'il y a pas mal d'incubateurs qui sont actifs pour supporter, pour encourager les entrepreneurs verts, mais il y a toujours encore un flou, un cadre légal, un cadre national à définir et à faire un plaidoyer. Il y a beaucoup de plaidoyer en fait pour renforcer tout ça. Mais une fois que notre projet pas du tout à partager avec vous les bonnes pratiques de ce projet. Donc ça, on partagera avec vous les différents supports. Tu penses, Stéphane, c'est mieux par email ou on les partage via le chat? On partagera par email. On a à toutes les personnes qui sont inscrites. Après, il y a Iba qui a levé la main aussi. Peut-être qu'après, on fera une phrase de conclusion. Mais de toute manière, c'était prévu qu'on partage tout, évidemment, notamment l'enregistrement. Pour moi, c'était juste aussi pour dire qu'il n'y a pas de problème aussi de partager le contact de Circle, l'email, ou bien si les autres entrepreneurs ou les jeunes voudraient bien être en contact avec nous aussi, qu'il y ait la possibilité de nous contacter, ou bien sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, c'est tout. Merci. C'est une bonne idée et on le fera effectivement pour tous les intervenants s'ils sont d'accord. Effectivement, ça paraît judicieux. C'est une très bonne. Oui, ou les comptes réseaux sociaux si c'est pertinent. Donc, je pense aussi c'est bien pour dans cette action de promotion qu'on essaye d'avancer. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que Stéphane, tu souhaites conclure sur un mot? Ouais, je pense que oui, j'ai juste envie de dire, puisque là, quand même, on est très ciblé sur le partage et puis aussi l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut reprendre vraiment l'exemple de ce qui a été dit et par les projets que vous mettez en place, LCCE, puis IBA et puis aussi Hayat. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite, en fait, techniquement parlant, à l'entrepreneuriat. C'est ça qui est tout le paradoxe, c'est qu'on est en train encore de réfléchir, mais il n'y a pas de limite, mais c'est vrai que c'est un peu des combats de titans. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les personnes qui portent ça, c'est ce que nous on appelle les super-héros, et on ne veut pas être des super-héros. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier, et en fait, on a fait toute notre vie des combats de titans. Pourquoi? Parce que pour arriver au beau projet que je vous raconte, on a passé des volumes de vie perdus à se battre contre des monstres. Des monstres veut dire des choses inertes, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est bien, c'est des bonnes pratiques, mais ça veut dire que je partage le mot du plaidoyer, je partage le mot du c'est faisable. Et les deux ne sont pas contradictoires. Je pense que le faisable, c'est ce que nous on appelle à Énergie 1050, c'est notre boulot, on est des doueurs, on fait du taf pour montrer que c'est possible, que ça marche, et que ça a un sens économique, social, environnemental. Parce que le plaidoyer, si on ne montre pas que ça marche,
Ça ne marche pas. Donc, quand on a des solutions qu'on montre que ça marche, du coup, les gens lèvent une paupière. Il ne faut pas croire que la plupart des gens sont bêtes. Les gens comprennent. En tous les cas, les acteurs, les citoyens notamment, les gouvernements locaux, ils comprennent. Mais maintenant, il faut aussi qu'on travaille à deux niveaux. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de coalition. Il faut aussi qu'on travaille au niveau des États, parce que sans cadre de loi, vous ne pourrez pas avancer. Et le cadre de loi, quel qu'il soit national et ou décentralisé au niveau territorial, il faut que les gens aient la capacité d'agir. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on éclaire constamment nos plaidoyers d'une vraie compétence technique derrière, parce qu'on n'est pas en train de faire un plaidoyer émotionnel. Là, je parle parce que j'ai bien aimé les interventions de tout le monde, mais moi, je ne suis pas dans l'émotion. Nous, on est dans du pratique. Il faut qu'à un moment donné, le plaidoyer, il soit basé sur des opportunités d'agir pour qu'on puisse mettre en avant les incohérences. Il y en a beaucoup dans nos métiers. Et ces incohérences, c'est criminel aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui souffrent, la planète c'est en train de s'effondrer, celui qui l'a pas encore vu, il faut qu'on ouvre un peu les yeux, et les engagements des États, notamment climatiques, sont pas du tout à la hauteur. Donc le mot, j'ai envie de dire, il faut que tout le monde devienne temporairement des super-héros, pas des super-héros bande dessinée américaine, des super-héros du quotidien, parce que monter un projet comme Hiba a montré, j'imagine aisément, ne serait-ce que sur les questions de genre, le combat qu'elle a dû mener. Elle a dit élégamment, on connaît tous, moi j'ai eu des tonnes de projets au Liban, au Moyen-Orient ou ailleurs, c'est pas simple, c'est pas facile et c'est pas normal que ce soit pas simple. Mais l'air de rien, voilà. Donc il faut partager, il faut mutualiser et peut-être le mot de la fin serait, il faut que tout le monde comprenne que sans augmenter notre niveau de compétence, et c'est pour ça que nous aussi on forme, on a une académie, les gens ne peuvent pas être des bons acteurs. On ne doit pas être sur des opportunités économiques quand ça marche. C'est bien, parce que toutes les solutions qu'on propose, elles ont un sens économique. C'est ça le paradoxe. C'est qu'il y a 20 ans, 30 ans, on était dans de l'innovation. On était dans des choses qui coûtaient cher. Aujourd'hui, tout ce qu'on propose sur la table, c'est des solutions bouquets. Les gens peuvent venir faire leur petit bouquet de fleurs et ça marche. Ça crée de la valeur. Ça a une rationalité économique. Donc, du coup, il faut aussi qu'on forme les gens, mais pas simplement à l'entrepreneuriat, à comprendre les sujets derrière. Parce que plus les gens seront compétents, plus dans l'argumentation, quand on est avec des élus, quand on est avec des acteurs économiques, quand on est avec même la société civile, quand on est même sur les questions de genre, qui sont aussi un des sujets sur lesquels on travaille, quand on est avec des gouvernements dans leurs plans stratégiques, leurs plans de développement, leurs plans économiques, leurs modalités économiques ou autres, il faut qu'on ait du concret à dire. Voilà, c'est peut-être la chose que je dirais, c'est soyons des super-héros combatifs, parce que malheureusement c'est des combats, mais aussi devenons des experts. Alors, je parle évidemment avec mon âge, je suis plus âgé que la moyenne des gens ici, mais il y a aussi des gens, je vois les noms des gens inscrits, il y a des gens aussi qui sont des seniors, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on devienne tellement pointu dans nos sujets qu'on ne laisse pas passer une feuille d'amateurisme dans la lecture que peuvent en faire les acteurs politiques qui doivent mettre en place des cadres qui, à un moment donné, leur rendront service pour tenir leurs engagements sociétaux. Voilà, c'est peut-être le mot de la fin, mais je pense que c'est des sujets extrêmement sérieux et je pense qu'il faut vraiment qu'on continue à y aller. Et je reprends tout à l'heure un mot que tu as dit, allons-y, et que Iba a dit aussi tout à l'heure. Franchement, il faut sauter parce que ça n'a pas de sens de ne pas le faire. Et en plus, on fait du boulot qui a un sens et qui crée de la valeur économique, sociale et environnementale. Voilà, donc enchanté d'avoir parlé avec tout le monde, mais il faut y aller. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Merci à tout le monde, à tous les participants à ce webinaire. On a eu le plaisir d'écouter les différents intervenants, notre expert d'économie circulaire. On a vu un peu le partage de bonnes pratiques, mais aussi la parole des jeunes pour un avenir durable. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et j'espère aussi que nous mènerons bientôt de nouvelles discussions et de nouvelles collaborations. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Merci. Merci.